Pour ce qui est du Sénégal, il y a eu des avancées certaines. Et la plus grande avancée qu'on rappelle, c'est celle de 92. Mais on traîne encore des difficultés. Il est récurrent que l'on parle de la distribution des cartes d'électeurs, qu'on parle du fichier électoral et qu'on parle de l'état civil. Sur ces deux questions, il faut qu'on fasse attention. L'état civil, c'est du sérieux. Depuis très longtemps, les gens y travaillent. 72. Ensuite, avec le bureau organisation et méthode. Ensuite, le ministère de l'Intérieur lui-même, avec le secrétaire à la décentralisation, s'y est engagé avec l'appui du FUNIAP, notamment avec le projet qui s'appelait Amélioration de l'enregistrement des faits et statistiques d'état civil. Ce projet s'est été encore prolongé avec l'appui d'autres organisations jusqu'à l'UNICEF. Aujourd'hui, je sais qu'on y travaille encore dans le cadre de la numérisation, notamment en test dans la zone de Kolda. Mais ce qu'il faut faire, c'est qu'on prenne ça avec du sérieux. Parce qu'en 1992, il était question, après la mise en place et l'exécution du projet donc d'amélioration de l'enregistrement et des faits de statistiques, de venir à la généralisation de la carte nationale d'identité. Et à partir de ce moment, il fallait nécessairement arrêter tout ce qui était audience foraine. Ne faire des jugements d'actes supplétifs de l'état civil que par exception, dans une procédure longue, contraignante et coûteuse. Pour éviter qu'au Sénégal, les gens naissent, renaissent et ne meurent jamais. C'était un peu cela. Et si on l'avait fait, on pouvait également hâter même le couplage de la carte d'électeur avec la carte nationale d'identité. On y est arrivé tardivement, encore avec quelques suspicions des uns et des autres. Mais ce n'est pas le principe qui est mis en jeu. Il faudrait peut-être également, pour revenir à l'état civil, qu'on donne à la justice les moyens d'exécuter ses missions en la matière. Le contrôle judiciaire par le président donc, de l'instance départementale, le contrôle final par le procureur et la garde des doubles des registres d'état civil. Ils n'ont pas présentement les moyens de le faire, ni en termes de ressources humaines, ni en termes de moyens de déplacement, ni en termes de capacité de stockage. Donc, le phénomène de la numérisation pourrait peut-être aider à accentuer, à prendre en part cet aspect-là. Veiller également à un fonctionnement correct des centres d'état civil. Les dossiers sont secrets. La vie du dossier d'état civil, c'est 100 ans. Tout le monde ne peut pas accéder à un registre d'état civil. Mais c'est tout le contraire qu'on constate dans nos centres d'état civil. Vous pouvez dans n'importe quel centre d'état civil, vous voyez n'importe quelle personne, agent de la municipalité ou pas, et même des étrangers au service qui manipulent le registre d'état civil. Ce n'est pas concevable. La protection donc, des données personnelles des personnes physiques est essentielle. Vous vous rappellerez peut-être bien que quand on a mis sur le net la première fois la liste électorale, tous nos compatriotes qui étaient à l'étranger ont crié. Qu'est-ce que vous voulez qu'on vienne nous trouver dans nos domiciles et nous expulser parce que nous sommes en situation irrégulière? Ou même des autres qui sont plutôt mystiques. Pourquoi est-ce qu'on va donner le nom de ma mère à tout le monde, etc., etc. Donc, il y a des questions de ce genre qu'il faut vraiment adresser et les prendre sérieusement une bonne fois pour toutes. L'autre élément, c'est l'adressage postal. À chaque fois qu'on a commencé à faire un adressage ou bien un cadastre, les gens ont pensé cadastre fiscal et immédiatement, l'impôt étant en avant, les gens ont eu de la résistance, tant les politiciens que les personnes physiques. Or, il est temps qu'au Sénégal, qu'on cesse de dire que pour aller chez vous, il faut prendre telle rue, couper à droite. Quand vous voyez le grand baobab là, il faut voir l'arbre, le manguier qui est à côté. Non, il faut qu'on arrête ça. Qu'on ait des adresses qui sont identifiables sur une carte où les gens peuvent même faire de la géolocalisation. À partir de ce moment, la carte d'électeur peut être envoyée à la personne à une adresse avec récépissé. Si cela n'est pas possible,
on passe à une formule, et qui existe, que la personne qui s'inscrit reçoive séance tenante sa carte d'électeur. C'est possible, mais la difficulté, c'est le contrôle du contentieux de l'inscription. Donc, l'étude qu'il faudra faire, c'est de mettre que chaque centre d'enregistrement ait ce résultat qui doit remonter immédiatement à une base de données centralisée qui contrôle les doublons et qui édite une liste de doublons que l'on déposerait éventuellement sur le bureau de l'État, du bureau de vote le jour des élections. Mais en attendant également, il y a que dans la mesure où vous délivrez la carte séance tenante, vous affichez, il y a des possibilités de contestation de l'inscription. Et le problème du contentieux là également, il faut l'adresser pour savoir si on fait à ce système-là, quelles sont les mesures d'accompagnement qu'il faut pour gérer ces questions. Permettre aux gens, oui, de s'inscrire, de recevoir directement, mais permettre également à ceux qui contestent l'inscription de pouvoir porter le recours et de les voir vider. Mais je crois que la première des choses, c'est les mentalités qui doivent changer, et dans les partis politiques. Il y a plusieurs modèles d'organismes, c'est-à-dire de la gestion des élections. Il n'y en a pas un qui soit sans critique. Il n'y en a pas. Chez nous, nous avons un modèle mixte où il y a donc l'administration et il y a la Sénat, la Commission électorale nationale indépendante, plus le contrôle des partis politiques. Dans d'autres pays, vous savez que c'est l'administration qui organise entièrement les élections et quelquefois même l'administration locale qui est censée être politique. En France, on n'a pas une liste nationale d'électeurs, elle est en train d'être élaborée. Au Sénégal, on a une liste nationale. En France, elle est en train d'être élaborée. Mais on avait des listes au niveau de chaque commune. Donc, avec le maire et son équipe qui élabore la liste. C'est le maire qui préside le bureau de vote. Il n'empêche pas que le maire puisse être battu dans sa propre scription. Et on ne crie pas. Vous allez aux États-Unis. Ce sont également des démembrements de l'État dans les communes, dans les cantons qui organisent les élections. Avec des règles. L'essentiel, c'est que les règles du jeu soient connues de tout le monde et appliquées par tout le monde. En sachant que c'est aujourd'hui c'est vous, demain c'est moi. Mais vous vous amenez à dire que le modèle, le meilleur, c'est celui-là. Si je devais faire une option, ce sera le modèle sénégalais, c'est-à-dire un modèle mixte. Parce qu'il y a des modèles où ce sont les techniciens seulement qui président. Ils n'ont pas la sensibilité politique, ils n'ont pas souvent toutes les connaissances nécessaires et ça pose problème. Quand vous menez un modèle purement politique, à chaque fois que vous avez des politiciens, ils vont se battre là-dedans et ils ne vont pas travailler. J'ai vu des trucs où quand vous nommez un représentant dans une commission électorale, une fois que là-dedans, la personne se rend compte qu'effectivement il critiquait, mais ce qu'il critique n'est pas fondé, il s'aligne sur le reste, son parti le fait expulser parce qu'il dit qu'il a été corrompu ou acheté. Un problème de formation partagée, que les gens aient accès aux mêmes informations sur le système et les règles qui fondent le système électoral sénégalais. On ne peut pas aller à les élections dans un parti où l'on ne connaît pas les dispositions du code électoral, où on ne les a pas compris. Il faudrait que l'administration et les partis politiques et tous ceux qui participent aux élections partagent la même information sur le contenu des textes et les modalités de leur application. Que les partis prennent plus au sérieux la question de la formation de leurs militants, ou en tout cas de leurs électeurs potentiels. Que l'État s'adresse aux citoyens à travers des émissions et tout ça. Ça, c'est déjà d'un. Et à part cette question de formation maintenant, c'est une question de confiance entre les différents acteurs. Surtout parce qu'on aura appris la même chose, on aura compris les mêmes choses et on aura partagé les mêmes règles. Mais autrement, je ne vois pas. Parce que vous changez le ministre de l'Intérieur, ça ne change pas le système.
vous changez vous changez le système et les hommes ne changent pas, ça n'avance à rien. Pour le moment, j'ai vu le système français, le système américain, j'en ai vu au Togo, j'en ai vu en Côte d'Ivoire, j'en ai vu en RDC où j'ai exercé pendant 7 ans. Je n'ai pas encore vu un modèle qui soit meilleur que le système du Sénégal et de la Guinée, comment ça s'appelle, du Cap-Vert. Ils ont des systèmes mixtes. Mais entre maintenant le système tel qu'il est conçu et comment les hommes l'exercent, c'est là où il y a un fossé. C'est pourquoi je dis qu'il ne faut pas demander aux gens de changer tout. C'est nous-mêmes, en tant qu'acteurs, qui devons changer. Si les politiciens continuent toujours à se taxer de démons les uns les autres, à rejeter complètement le système, à refuser de dialoguer, à refuser d'aboutir à des consensus, on aura toujours les mêmes difficultés. Mais une fois également que des consensus sont actés, il faut pouvoir les exécuter. C'est tout. Ça, c'est un discours que j'entends toujours. Le respect de la Constitution, le respect du calendrier électoral. Mais il y a le principe, il y a la règle, mais il y a les conditions d'application de la règle. Nous l'avons tous évoqué ce matin. Si on devait aller aux élections locales, à la date prévue là, avec le système de parrainage qu'il est, ce serait la catastrophe. Personne n'y gagnerait, ni le pouvoir, ni l'opposition. À moins que dire que la victoire, c'est de constater qu'on n'est pas dans la bonne voie. Et comme vous disait un ami allemand, les élections, c'est bon pour la démocratie, mais c'est mauvais pour l'économie. Oui, parce qu'on parle, on dialogue, on va truc, mais après, pendant tout ce temps-là, les gens ne travaillent pas. Au Sénégal, on n'a pas encore banalisé les élections. À chaque fois qu'il y a des élections en perspective, les gens ne travaillent plus. À chaque fois que les gens vont à l'élection, les gens ne travaillent plus. Les ministres sont en campagne, les directeurs généraux sont en campagne, les subalternes qui devaient travailler n'ont plus de leader, ils s'absentent n'importe comment, et le pays est au ralenti. C'est parce qu'on n'a pas encore banalisé l'élection. Or qu'en fait, on doit en faire un fait naturel, aller aux élections, voter, rentrer ce soir doit être naturel. Mais si au Sénégal et en Afrique, on est encore à chaque élection, on a peur de l'endemain, c'est pas la peine. Le dialogue, il est toujours utile. Parce qu'il permet au moins d'échanger, ou au moins d'entendre l'autre. Nous sommes dans le même pays. Même si on n'arrivait pas à un consensus, moi je ne dirais pas que le dialogue a été inutile. Parce qu'on se serait entendus les uns les autres. Ce que l'on a fait au niveau de Gradec, ça nous avait permis, dans l'informel, de regrouper les différents acteurs qui parlaient. Et vous avez vu comment ça se déroule. C'est ce que je dis, c'est à la fois, c'est le texte, c'est les consensus, c'est le dialogue. Tant qu'on n'est pas là, on pourrait se tomber dans les mêmes travers. Parce que les textes peuvent être bien, mais qu'est-ce que les hommes en font? Qu'est-ce que les hommes en font? C'est tout. Tout dépendra des consensus qui seront, en tout cas des résultats du dialogue politique qui est en cours. Il y a le dialogue politique en cours, ce que l'État ou le gouvernement fera des conclusions, et en fin de compte des mesures d'amélioration qui seront prises. Si c'est comme tel, on peut espérer que les choses se déroulent le plus naturellement et le plus normalement possible. Bon, si le contraire advenait, on constatera.